Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite présentation que j'avais faite au sein de mon école l'année dernière, hein. On voit en bas que j'étais encore en deuxième année, euh, qui se consacrait à une introduction aux bases de la médecine d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans un club secouriste dans l'école et du coup, on m'avait demandé de faire une intervention de ce genre accessible à tous de manière à présenter un peu voilà, ce qu'était la médecine d'urgence et d'apporter un peu de connaissances que chacun devrait avoir en tête pour pouvoir porter secours à une personne en danger. C'est toujours utile de faire ça. Donc, au cours de cette présentation, nous allons voir quelques choses tout à fait sympathiques, telles que les AVC, les hémorragies, les malaises, les analyses pupillaires. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Mais vous allez comprendre que c'est un truc un peu à part, mais qui mérite d'être présenté quand même. Et on terminera par les douleurs thoraciques. Et d'abord, on va faire un peu de vocabulaire parce que, mine de rien, la médecine, c'est sûrement le domaine où il y a le plus de vocabulaire, je trouve. Et forcément, je vais utiliser beaucoup de termes spécifiques au cours de cette présentation. Je préfère les définir dès le départ, comme ça on part tous sur les mêmes bases. On a des termes tels que embolie, ischémie, nécrose, infarctus, sténose, thrombus, thrombose, anévrisme, anastomose, hématome et épanchement. On va voir ça un par un. L'embolie, c'est l'obstruction d'un vaisseau sanguin. C'est quelque chose d'assez large. On ne sait pas par quel type de choses, on sait juste qu'un vaisseau sanguin va être bouché, et ça, c'est une embolie. Donc, quand vous dites une embolie, finalement, en fait, vous renseignez pas trop. C'est ça qu'il faut retenir. L'embolie va provoquer l'ischémie. Donc, l'ischémie, c'est quoi? Manque de vascularisation d'un tissu par embolie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un vaisseau sanguin qui est bouché d'une certaine manière, et comme il est bouché, eh ben, l'organe ou le tissu qui va recevoir le sang par ce vaisseau sanguin en question, eh ben, il va pas recevoir de sang, ou alors il va en recevoir moins que d'habitude, et il va avoir un manque de vascularisation et donc un manque d'oxygène, et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une ischémie. C'est ça, l'ischémie. Et c'est un stade qui est réversible. C'est-à-dire que si jamais on soulève l'obstruction, eh ben, voilà, c'est pas suffisamment grave pour que ce soit irréversible au niveau de l'organe ou du tissu. Ça, c'est important. Et heureusement, d'ailleurs. Par contre, si jamais l'ischémie dure trop longtemps, si jamais l'organe ou le tissu va être en manque d'oxygène pendant trop longtemps, on passe au stade nécrotique. C'est-à-dire qu'on va avoir une nécrose, c'est-à-dire une mort cellulaire qui a été ischémiée trop longtemps. Et ça, par contre, c'est irréversible. Une fois que l'organe est mort, il est mort. C'est un peu débile de ça comme ça, mais la nécrose est irréversible, l'ischémie l'est. Donc voilà, dites-vous que l'embolie cause l'ischémie et l'ischémie prolongée provoque la nécrose. Vous voyez, ça va ensemble et c'est les poupées russes si on veut. Maintenant, la nécrose, elle peut se faire sur tout organe, sur tout tissu du corps humain, et la nécrose d'un organe ou du parti d'un organe, c'est ce qu'on va appeler un infarctus. Contrairement à ce qu'on va entendre couramment, l'infarctus n'est pas seulement euh, dédié au cœur. On entend souvent l'infarctus du myocarde, certes, mais en fait, l'infarctus du myocarde, c'est tout simplement une nécrose du muscle myocarde. OK? Donc, l'infarctus peut très bien se faire au niveau du cerveau, du foie, enfin voilà. Tout organe ou partie d'un organe qui va être nécrosé va être un infarctus. Et alors, c'est du latin, infarctus, désinfarxie. OK? Mais bon, on va dire désinfarctus parce que sinon, on va perdre des gens et j'ai pas envie. Maintenant, on va passer à la sténose.
Donc là, on passe à autre chose. La sténose, c'est le rétrécissement d'un vaisseau sanguin. Donc un rétrécissement qui peut être pathologique ou non. Parce qu'effectivement, si on part, par exemple, de l'athérosclérose, où on a vraiment des plaques athéromateuses ou plaques d'athérome qui vont se déposer au niveau de l'intima, enfin de la paroi interne des vaisseaux sanguins, bah, ce vaisseau va donc rétrécir en diamètre, et ça, c'est ce qu'on appelle une sténose. Donc ça, c'est évidemment le cas pathologique, mais on peut faire des sténoses en le faisant exprès, entre guillemets, pour certaines opérations. Pareil, pour retirer ces plaques d'athérome au niveau, par exemple, d'une carotide interne, eh ben, il va falloir euh, mettre une pince qui va comprimer l'artère en amont de là où on va l'ouvrir, ben, pour pas que les débris que l'on va retirer puissent emboliser justement vers le cerveau. Et on va aussi sténoser en aval, donc, pardon, en amont pour pas que le sang, enfin, pour empêcher le sang de déverser là où on va couper, et en aval pour éviter que tout remonte au cerveau. Vous voyez, vraiment pour pouvoir couper en toute sécurité. Bon, bah là, c'est une sténose qui va être voulue. Là, c'est pas grave. Voilà. Donc, sténose, rétrécissement d'un vaisseau sanguin. Euh, je précise d'ailleurs qu'il y a une erreur, c'est pas seulement un vaisseau sanguin, c'est un vaisseau tout court. Les vaisseaux lymphatiques peuvent être aussi sténosés, et c'est pas des vaisseaux sanguins, mais c'est en plus. Ensuite, thrombus. Thrombus, c'est le produit final de coagulation. Thrombus, c'est synonyme de caillot, ok? Et le thrombus peut être responsable d'une embolie. Vous voyez, l'obstruction d'un vaisseau sanguin par un caillot sanguin, c'est ce qu'on va appeler une thrombose. Donc voilà, vous voyez à quel point les termes sont importants, hein. Une embolie, c'est large. Un thrombus, c'est un caillot sanguin. Une embolie causée par un vaisseau sanguin, par un produit final de coagulation ou un caillot, c'est une thrombose. Donc, une embolie, une sténose, un thrombus, une thrombose. Ça aussi, il faut faire gaffe. Donc voilà, thrombose. Maintenant, anévrisme. Anévrisme, dilatation localisée d'une artère. Alors, pareil, on entend souvent les anévrismes cérébrales, mais les anévrismes peuvent se faire absolument partout où il peut y avoir un vaisseau sanguin. Il peut y avoir des anévrismes abdominaux au niveau de l'aorte abdominale, enfin, que sais-je. Les possibilités sont infinies, même si la plupart des anévrismes sont quand même au niveau du cerveau. Donc, comment ça se passe, un anévrisme, pour faire assez rapide, euh, rapidement plutôt, c'est-à-dire que on va avoir comment expliquer ça? On va avoir une altération de la paroi interne du vaisseau sanguin, et à ce moment-là, le sang va pouvoir passer euh, entre les différentes couches de la paroi du vaisseau sanguin, et ça va provoquer en fait une bulle, une dilatation. Et il faut imaginer que la paroi de cette bulle va être constituée en général d'une seule paroi euh, du vaisseau sanguin. Vous voyez? Donc par exemple, ça peut être uniquement l'adventice, ou alors uniquement la média et l'adventice. En tout cas, c'est assez fin et donc extrêmement sensible et vulnérable. Vous imaginez bien donc que les ruptures d'anévrisme provoquent quelque chose de vraiment foudroyant, hein. On y verra par la suite. Ensuite, on a les anastomoses. Anastomose, communication de deux vaisseaux, organes ou nerfs, donc naturels ou artificiels. Il existe des anastomoses naturelles, on le verra au cours de la présentation, ou artificielles, qu'on verra aussi par la suite. Exemple d'anastomose artificielle, par exemple, les pontages coronariens sont des anastomoses artificielles. Alors, les anastomoses, il y en a de trois types. Les anastomoses euh, qu'on va appeler de latéraux-latérales, c'est-à-dire on va avoir une communication de deux vaisseaux, euh, de deux vaisseaux qui vont être vraiment
parallèles l'un à l'autre, des anastomoses qu'on va appeler de termino-latérales. Donc là, ça va avoir une forme de T, c'est-à-dire qu'on va avoir le bout d'un vaisseau qui va euh, communiquer sur le vaisseau de manière perpendiculaire, et les anastomoses termino-terminales. Donc là, ça va être en continu, ça va être les deux bouts d'une artère qui vont être reliés l'une à l'autre pour en former qu'un. Voilà. Donc les anastomoses, ça c'est fait. Maintenant, hématome. Bon, ça, on connaît un peu plus, hein, sang résiduel accumulé dans une cavité naturelle post-traumatique. Donc ça, pas besoin trop de me pencher là-dessus, c'est plutôt connu. Et enfin, épanchement, écoulement pathologique de fluide dans une cavité ou un tissu. Voilà, donc là, on a fait le tour sur la plupart des termes que je vais présenter et que je vais utiliser au cours de cette présentation. C'est un peu redondant, ça peut être chiant, mais c'est important, sinon je ne le ferai pas, évidemment. Alors, on va commencer avec les AVC. Alors, les AVC, accidents vasculaires cérébraux, quand il s'agit de plusieurs. On, on a ici sur cette diapo plusieurs scanners cérébraux de différents AVC. Donc, on va voir, il existe deux types d'accidents vasculaires cérébraux. On a les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Les AVC ischémiques sont liés à un manque d'oxygène dans une partie du cerveau à cause d'une embolie artérielle cérébrale. Donc là, plusieurs choses, plusieurs termes. Une ischémie, c'est quand une partie du corps, un organe, un tissu, va être en manque d'oxygène. OK? Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu au début, hein. Une embolie va causer une ischémie. Et alors là, ça va être une embolie artérielle cérébrale, ok, donc une artère du cerveau qui va être bouchée et donc soit bouchée, soit sténosée, hein, parce que je ne l'ai pas précisé, mais l'embolie, c'est le résultat d'une sténose complète, hein. Et donc voilà, donc ça c'est la plupart des cas, ça va être 85% des cas, c'est-à-dire un vaisseau sanguin qui va se boucher, par exemple, et forcément le tissu cérébral qui va être en aval de ce vaisseau sanguin, eh ben, il ne va pas recevoir d'oxygène, de sang, et donc il va s'ischémier. Il existe aussi les AVC hémorragiques. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on va avoir carrément la rupture d'une artère cérébrale qui va provoquer une hémorragie cérébrale ainsi qu'une ischémie nécrose du territoire de cette artère. En fait, l'AVC hémorragique est à double tranchant, si j'ose dire, parce que, admettons, on a, pour revenir à ce qu'on disait au début, un anévrisme cérébral. Bon, l'anévrisme va se rompre. On va donc avoir un déversement de sang dans le cerveau, localisé. Et là, il va y avoir deux trucs. Le premier truc, c'est qu'on va avoir du sang qui va s'accumuler dans le cerveau. Ça, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que la boîte crânienne, ben, l'encéphale est close. Ça veut dire que si on a une augmentation de pression dans la cavité encéphalique, eh ben, le cerveau va chercher à prendre de la place et donc va chercher à sortir par le seul orifice disponible, c'est-à-dire le foramen magnum, provoquant ainsi ce qu'on appelle un engagement cérébral. Et ça, clairement, c'est pas ouf du tout. Vous pouvez me croire et je pense que ça se comprend assez facilement. Première chose. Et la deuxième chose, ben, c'est que ça va provoquer une nécrose. Parce que vu qu'on a du sang qui se déverse, eh ben, comme on a eu une rupture de l'artère, eh bien, le territoire qui est normalement irrigué par cette artère ne va pas recevoir de sang et donc il va s'ischémier. Et donc, on a vraiment deux effets de cette même cause. Et donc ça provoque 15% des cas. Et c'est les AVC les plus foudroyants, quoi.
et les plus difficiles à prendre en charge parce que ça nécessite forcément une chirurgie vraiment lourde. Nota bene, les AVC ischémiques ne sont graves que sur les petites artères cérébrales. Étonnant, parce qu'on pourrait se dire que si une grosse artère cérébrale est bouchée, ça va impacter un territoire plus grand et donc c'est censé être plus grave. Eh ben, c'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien ça, on le verra juste après. Juste avant, là, je vous présente 3 images. La dame qui est au milieu, qu'on va appeler Guenièvre, est en train de faire un AVC. Comment on peut le voir? Eh ben, on voit qu'elle a une hémiplégie faciale gauche. Hein, on voit que la moitié gauche de son visage est complètement relâchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de son hémisphère droit, parce que je rappelle que les faisceaux sont croisés, et donc c'est son cerveau droit qui a un problème. Et là, sur les 2 scanners présents, il y en a un qui montre un AVC ischémique et l'autre un AVC hémorragique. L'AVC ischémique est à gauche. En fait, ce qu'on voit ici, c'est une nécrose. Le tissu cérébral est noir. Il est en train de mourir, ou alors il est même déjà mort. D'ailleurs, on voit que c'est un territoire plutôt étendu au niveau de la partie voilà, antérieure. Donc, on est vraiment sur le lobe frontal et sur une partie du lobe pariétal. Donc là, on voit que c'est vraiment assez diffus, ce qui provoque, je pense, malheureusement, un effet plutôt dérangeant au niveau de cette personne. Donc, on a voilà, cette nécrose. À droite, on a cette grosse tache blanche qui est en fait du sang qui s'est accumulé. C'est donc l'AVC hémorragique. Et l'AVC hémorragique se voit d'autant plus parce qu'on a ce qu'on appelle une déviation de la ligne médiane. Vous voyez, on voit qu'on a la ligne médiane ici, hein, qui est presque droite. Et ici, on voit que la ligne médiane est complètement déviée. Vous voyez, elle forme une bosse ici, elle est complètement déviée. Et ça, c'est vraiment un signe qu'on a du sang qui vient vraiment faire une dilatation de la masse cérébrale. Et donc ça, c'est l'AVC hémorragique. Et donc, on voit bien la différence entre les deux. Alors, maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle le cercle artériel de la base du cerveau, ce qu'on appelle également anciennement le polygone de Willis. On change de nom parce que en anatomie, on cherche maintenant à avoir le plus de termes internationaux possible. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éliminer un maximum de noms propres parce qu'il y en a beaucoup, surtout en neuroanatomie. Et donc voilà, maintenant c'est le cercle artériel de la base du cerveau. Ça, c'est ce qui va permettre justement à éviter les AVC sur les grosses artères. Comment? C'est-à-dire qu'en fait, à la base du cerveau, on va avoir les plus grosses artères du cerveau qui vont communiquer entre elles. On a d'abord les plus grosses, les artères cérébrales moyennes, qui viennent directement de la bifurcation de l'artère carotide commune en artère, euh, en artère carotide externe et en artère carotide interne. D'accord? L'artère carotide interne va devenir l'artère cérébrale moyenne, d'où sa grosseur. C'est la plus grosse artère du cerveau, hein, des deux côtés, évidemment. On a les artères cérébrales postérieures, pardon, qui, elles, vont venir de l'arrière du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont situées au niveau de la partie postérieure du tronc cérébral. On a l'artère basilaire qui va longer le bulbe rachidien, ou plutôt le pont, et qui va se diviser en deux artères cérébrales postérieures. Eh bien, chaque artère cérébrale postérieure va être reliée à l'artère cérébrale moyenne du même côté par une artère communicante qu'on peut voir ici. L'artère communicante postérieure va relier l'artère cérébrale postérieure à l'artère cérébrale moyenne.
Et l'artère cérébrale moyenne va donner une artère cérébrale antérieure qui va pouvoir irriguer le cerveau dans sa partie antérieure. Et donc, on a un cercle ici, voyez? Parce que les deux artères cérébrales antérieures vont être reliées par une artère communicante antérieure qui va fermer le circuit ici. Et donc ça, à quoi ça sert? Simulation. On a ici une embolie au niveau de l'artère cérébrale antérieure droite, ici. Eh ben, ça voudrait dire quoi? Eh ben, ça veut dire que tout ce qui va être irrigué par l'artère cérébrale antérieure droite va être ischémié et nécrosé. En théorie, oui. Mais grâce à l'artère communicante antérieure, le sang qui va venir de l'artère cérébrale antérieure gauche va pouvoir passer également par l'artère communicante antérieure et va pouvoir passer par l'artère cérébrale antérieure droite. Et donc, en fait, le fait que le sang ne puisse pas passer par là, il va pouvoir passer par là. Et donc ça, c'est quoi? Je pense que on peut parler d'adaptation. Ça permet de toujours conserver l'irrigation des très gros vaisseaux du cerveau. Parce qu'évidemment, on imagine bien que l'embolie d'une artère cérébrale antérieure serait dramatique, que ce soit moyenne, postérieure ou antérieure d'ailleurs. Et donc ça, voilà, ça permet ça. Deuxième exemple, si on a une artère cérébrale postérieure qui va être bouchée au niveau de la bifurcation, eh ben c'est pas grave entre guillemets parce que le sang va pouvoir passer de par l'artère communicante postérieure venant de l'artère cérébrale moyenne. Et donc le fait que ça puisse pas passer comme ça, c'est pas grave, ça va emprunter ce chemin-là et ce chemin-là. D'ailleurs, non, oubliez, ça passe pas par là, j'ai n'importe quoi, ça va passer par là. Voilà. Et c'est à ça que servent en fait les artères communicantes. Dernier exemple, dans le cas dramatique où ce serait l'artère cérébrale moyenne qui serait embolisée, eh bien là, le sang va pouvoir passer par l'artère communicante postérieure, par l'artère cérébrale postérieure, ici, et le sang va pouvoir également passer par la partie antérieure. Il va pouvoir y avoir du sang qui va passer par l'artère cérébrale antérieure par là, par cette artère communicante, et le sang va pouvoir aussi passer par là pour irriguer toute la partie moyenne de l'artère cérébrale moyenne. Et donc, on voit que enfin moi je trouve ça vraiment prodigieux comme invention, entre guillemets, enfin vraiment, on voit bien à quel point c'est efficace. Et c'est pour ça que les AVC sur les grosses artères sont presque impossibles, sauf si évidemment elles ont lieu après. Si on a une embolie à ce niveau-là, bah là, évidemment, on peut pas faire grand-chose. Comme si on en a une à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Si c'est avant, c'est OK, grâce au cercle, il y a pas de problème. Si c'est après, bah là, malheureusement, on peut plus faire grand-chose. Et petit aparté, c'est grâce à ça qu'on peut, ouvrir les artères carotides internes pour, retirer les plaques d'athérome. Parce qu'on va boucher, manuellement la carotide interne et donc en fait, on va boucher la, l'artère cérébrale moyenne et donc on pourrait se dire: «Mais du coup, on a toute une moitié du cerveau qui est dans la merde». Bah, du coup non, grâce au cercle. Vous voyez? On va boucher en fait «à ce niveau-là» entre guillemets et donc ça peut quand même passer par ces 2 niveaux que j'ai présentés. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, ça permet de mieux comprendre, tout ça. Et enfin, les AVC, on retient le mot vite pour visage paralysé, inertie d'un membre, trouble de la parole, extrême urgence, 20 minutes. Si vous voyez une personne avec le visage paralysé comme Guenièvre qu'on a vu tout à l'heure, si elle n'arrive plus à bouger une jambe, un bras ou les deux, si elle a un langage qui va être complètement absurde ou tout simplement qui va ne pas avoir, qui va, qui va pas arriver à parler, c'est extrême urgence, il faut 20 minutes pour intervenir, pour pouvoir sauver la personne, en moyenne. Sinon, je vous ai mis cette petite image-là. Alors, c'est pas une image de synthèse, c'est un vrai cerveau qui a été,
En fait, on a injecté dans les artères un polymère rouge qui a durci et qui, après digestion enzymatique du cerveau, permet de voir tout le système vasculaire cérébral en une fois. Et donc, en fait, le cercle artériel, il va être ici, hein. Et là, on voit les très grosses artères, voilà, avec l'artère moyenne qui est ici. Voilà, donc j'ai terminé pour les AVC. On va maintenant passer aux hémorragies.